très cher de cet exposé et je donne la parole à Monsieur Gilles Michaud. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, en mars de cette année à Goma, un drone a frappé une maison, tuant un collègue de l'UNICEF. En novembre 2025, un collègue haïtien travaillant pour l'OMS a été tué à Port-au-Prince, lors d'une tentative d'enlèvement. En mai 2024, à Gaza, un char a ciblé un véhicule de l'UNDSS, tuant un de nos collègues et blessant très lourdement un autre. Ses collègues, ses amis, sont morts en se mettant au service de l'humanité. Ils étaient des enfants piégés dans la guerre. Ils vaccinaient des femmes, des hommes qui vivaient dans des quartiers violents. Ils escortaient une assistance qui était censée atteindre des millions de personnes dans le besoin. Et personne n'a répondu de ces actes. Excellence, c'est la dernière fois que je m'exprime devant le Conseil de sécurité. Et malheureusement, depuis que j'ai débuté mon mandat au département de la sûreté et de la sécurité au sein de cette organisation en 2019, les menaces pesant sur le personnel humanitaire sont devenues plus fréquentes, plus intenses, plus lourdes. Les 3 morts que j'ai mentionnés font partie d'une liste très longue, malheureusement, de pertes humaines qui ne semblent jamais prendre fin. Depuis la dernière fois que je me suis exprimé ici, 6 membres du personnel de l'ONU ont été tués, 90 autres ont été blessés à cause d'actes de violence, notamment 4 membres du personnel recrutés au plan national tués et 56 personnes blessées. Notre personnel national continue d'être la principale victime de cette réalité honteuse. Je rends hommage à leur dévouement face aux idiots de l'ONU. Il y a aussi eu 14 enlèvements, 145 arrestations et détentions, 441 actes d'intimidation et d'harcèlement, 62 attaques contre les locaux de l'ONU et 84 attaques contre des véhicules de l'ONU. Et ces chiffres n'incluent même pas les pertes de nos collègues de l'UNRWA et du maintien de la paix. La vérité est la cible d'attaque avec des exemples nombreux de désinformation et de polarisation et de pénalisation volontaire qui alimentent la violence contre les travailleurs et travailleuses humanitaires. Malheureusement, ces attaques ne sont plus l'apanage de groupes armés non étatiques, voyous, qui n'avaient jamais forcément exprimé une admiration particulière face aux normes mondiales. Non, ces attaques émanent aussi d'États membres, ces États membres qui ont signé la Charte des Nations Unies et qui clament leur attachement au droit international humanitaire tout en fermant les yeux sur le droit dans les faits. Des attaques émanant d'autorités de facto, certaines, qui réclament une légitimité internationale tout en foulant aux pieds les principes internationaux, en torturant, en emprisonnant, en tuant nos collègues. Malheureusement, ces personnes répondent rarement de leurs actes. On les nomme rarement, on les pointe rarement du doigt et elles sont encore moins souvent devant les tribunaux. Excellence, ces dernières années, la tolérance des risques de la communauté internationale a augmenté pour arriver à des niveaux sans précédent. Nos collègues sur le terrain tolèrent des risques que personne dans cette salle n'accepterait. Personne. Ils le font au nom de principes humains fondamentaux, la décence, l'humanité. Ils le font confiants et confiantes du fait qu'ici, nous, dans cette salle, nous allons les protéger. Et ils et elles continueront même si nous enchaînons une litanie d'échecs.
au département, avec le BCH et le reste du système de gestion de la sécurité à l'ONU, nous avons fait de notre mieux pour les aider, pour les appuyer avec de nouveaux partenariats, avec l'utilisation plus généralisée de nouvelles technologies, en utilisant davantage les analyses, avec une planification des plans d'urgence plus fréquentes, des formations mises à jour, un renforcement des procédures de riposte en cas d'urgence, etc. Et je sais que ce n'est pas l'endroit idoine pour décrire toute la panoplie de mesures que nous avons mises en œuvre pour que nos collègues demeurent en sécurité. Mais par contre, je pense que c'est le bon moment et le bon endroit pour vous le dire. Le système de sécurité a atteint ses limites. Le système est de plus en plus sous-financé. Les dernières coupes sombres dans le budget nous ont menés à réduire l'appui à la sécurité partout dans le monde, que ce soit ici, dans le bâtiment, ou dans tous nos lieux d'affectation dans le monde. Notre personnel, nos programmes sont exposés et vos mandats sont plus vulnérables. Sans une sécurité bien financée, il ne peut tout simplement pas y avoir d'intervention vitale sur le long terme. En outre, le système est de plus en plus souvent ignoré. Les appels à ce que les États membres adhèrent à la Convention au protocole facultatif sur la sûreté de l'ONU et du personnel associé ont été très largement ignorés sans des engagements juridiques de cette nature. Alors c'est l'impunité qui fait florès. En outre, le système est de plus en plus souvent délibérément miné. Les méthodes traditionnelles de coopération ou de collaboration avec les acteurs belligérants pour protéger les actifs et personnels humanitaires, une question qui était autrefois fonctionnelle, sont de plus en plus souvent mises en question. Les visas des collègues de la sécurité sont retardés, nous n'avons pas accès à des équipements de sûreté et les procédures de déconfliction sont tout simplement ignorées. Sans une collaboration effective avec les États, sans un appui de ces États, les risques vont croissant et nos collègues perdent la vie. Excellence, le département que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 7 ans a été créé après la destruction du site de l'ONU à Bagdad, attaqué le 19 août 2003. Le drapeau de l'ONU qui était récupéré des décombres de ce bâtiment se trouve à l'entrée de notre bâtiment. Cela nous rappelle le sacrifice ultime consenti par nos collègues ce jour-là. Mais cela nous rappelle aussi le sacrifice de nos collègues de Goma, de Port-au-Prince et de Gaza. Le sacrifice de tant d'autres femmes, d'hommes, aux 4 coins du monde. Ce drapeau est le symbole de la résilience du personnel humanitaire et de l'ONU qui, alors que je m'exprime ici dans cette salle aujourd'hui, risquent leur vie pour apaiser des souffrances, pour maintenir une lueur d'espoir en un avenir meilleur pour des millions de personnes. Je vous encourage à vous arrêter et à admirer ce drapeau en sortant du bâtiment, parce qu'il doit aussi être un appel à l'action, ce drapeau. Un appel à tous ceux et celles qui ont le pouvoir de protéger ceux qui sont les plus vulnérables. Dans sa lettre adressée au Conseil de sécurité, lettre du 25 novembre 2024, le secrétaire général présente toute une série de recommandations qui présentent ce que pourrait vouloir dire cet appel à l'action dans les faits. On y retrouve notamment le renforcement de l'appui au personnel, aux rescapés, aux victimes, l'intégration de la sûreté et de la sécurité dans les mandats, et ce, dès le début, et un appel à ce que des enquêtes effectives soient menées et à ce que des comptes soient rendus pour que les attaques ne restent pas sans riposte. Et ces mesures sont aussi nécessaires aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque, voire même plus encore. Et je vous exhorte à utiliser toute votre influence, tout votre pouvoir pour en garantir la pleine mise en œuvre. J'encourage aussi tous les États membres à signer la déclaration pour la protection du personnel humanitaire inaugurée lors de l'Assemblée générale de l'année dernière. Et je remercie les 122 États membres qui l'ont déjà fait. Cela étant dit, au nom du département et au nom du système de gestion de la sécurité à l'ONU,
j'aimerais aussi, si vous me le permettez, vous demander quelques petites choses en plus. Lorsqu'un acteur, n'importe quel acteur, menace, emprisonne de façon arbitraire ou tue nos collègues humanitaires, levez la voix. Levez la voix lorsqu'un acteur, n'importe quel acteur, s'immisce, sape ou empêche le personnel sécuritaire ou les actifs humanitaires d'être acheminés vers les personnes qui ont besoin d'aide. Nous vous demandons de pointer du doigt les acteurs, tous les acteurs, lorsque c'est nécessaire. Ask you to take real, consequential measures against any Nous vous demandons d'adopter des mesures réelles, des mesures de poids contre qui que ce soit, toute partie, tout groupe, tout État membre, nuisant à la sûreté et à la sécurité des femmes et des hommes dont l'action permet de sauver des vies. Et je ne parle pas là de combattants, d'espions, d'agitateurs, mais de femmes et d'hommes qui n'ont qu'un seul but lorsqu'ils vont travailler: protéger les plus vulnérables, alléger leurs souffrances. Nous vous demandons d'investir politiquement, financièrement, juridiquement dans la sûreté et à la sécurité de ces femmes et de ces hommes. Voilà la cause noble autour de laquelle nous devrions toutes et tous nous rallier. Excellence, depuis 2019, j'ai entendu de nombreuses condoléances prononcées après des pertes au sein du personnel de l'ONU. Merci de ces condoléances, mais elles ne suffisent pas. Si elles ne sont pas suivies d'actions réelles, ces condoléances sont au mieux le témoignage de l'impuissance. Je saisis cette occasion aujourd'hui pour rendre hommage à tous les collègues humanitaires et travaillant pour la sécurité sur le terrain, en première ligne, dans certains des contextes de crise les plus dangereux au monde. Je tiens aussi à saluer leurs familles, leurs êtres chers, pour leur sacrifice et leur appui. Certaines de ces femmes et de ces hommes sont des citoyens de pays que vous représentez. Vous devriez être fiers. Je suis, quant à moi, fière de ces femmes et de ces hommes. Mais je sais aussi, et je me rends compte alors qu'approche la fin de mon mandat, que j'aurais dû en faire plus, que parfois je n'ai pas été à la hauteur. Non pas que je n'ai pas essayé, mais bien parce que je n'ai pas réussi à convaincre les États membres de leur apporter l'environnement sûr qu'ils méritaient, de leur fournir le matériel dont ils avaient besoin, de leur apporter l'appui nécessaire pour qu'ils puissent rentrer chez elles, chez eux, en sécurité, auprès de leurs êtres chers. Qu'on salue nos efforts, pour moi, ça n'a que peu de poids au regard du sacrifice énorme que mes collègues humanitaires et du secteur de la sécurité ont réalisé. Tous les jours, depuis mon arrivée aux Nations Unies, leurs valeurs morales ont été pour moi une boussole, leur courage, leur détermination à aider autrui, une source d'admiration infinie. Et voilà la question que je vous pose aujourd'hui, à vous toutes et tous ici dans cette salle. Quand défendrons-nous les mêmes valeurs morales? Quand ferons-nous preuve du même courage? Et qui osera faire preuve du même courage pour les protéger, eux? Merci. Merci.